Bonjour Eric Chal. Bonjour. Soyez le bienvenu. On va Merci. commencer par ce qu'on a appris ce matin, à savoir l'Élysée qui a annoncé le retour en Algérie de l'ambassadeur de France Stéphane Romater, appelé à Paris depuis début avril 2025, sur fond donc de nouvelles tensions avec Alger. Réaction ce matin sur France Info de Belkir Belhaddad, député socialiste de Moselle, membre et ancien président du groupe d'amitié France-Algérie. C'est, je crois, la seule voie possible pour rétablir une relation sereine entre nos deux pays. Pendant 2 ans, en fait, il n'y avait pratiquement plus aucun contact entre la France et l'Algérie. Et nous avons des coopérations très étroites depuis de longues années dans la lutte contre le terrorisme. Et donc, on ne peut pas se permettre, pour la sécurité de nos concitoyens, de couper totalement les liens. Et une présence sur place est absolument nécessaire pour pouvoir travailler de manière beaucoup plus efficace. Eric Chal, vous y voyez une bonne nouvelle ? J'y vois une bonne nouvelle pour peu qu'elle soit accompagnée du reste. C'est-à-dire, moi, je suis d'accord avec, je suis d'accord avec ça. Bien entendu, on ne peut pas se contenter de la situation dans laquelle on était, d'avoir depuis plus d'1 an maintenant plus de relations diplomatiques officielles, puisque bien entendu, il y a des canaux toujours parallèles ou souterrains de discussion avec l'Algérie, et la politique qui a été mise en œuvre l'année précédente n'a pas porté les fruits escomptés. On a eu un ministre de l'Intérieur qui a voulu, avec beaucoup de fermeté, communiquer sur le fait que maintenant c'était fini et qu'on aurait une politique très dure. Honnêtement, c'était souhaitable a priori, mais ça n'a pas eu l'objectif atteint. On avait 130 000 QTF prononcés, en réalité 20 000 exécutés et moins de 3 000 vis-à-vis d'Algérie. Plus de relations diplomatiques et rien n'avançait. Alors, Laurent Nunez décide de changer de stratégie. J'entends ça, c'est positif, il y a un certain nombre de signaux qui sont positifs, mais ne tombons pas à l'inverse dans l'angélisme. Je pense qu'en diplomatie, comme dans tout, il faut toujours manier le bâton et la carotte. Toujours, en permanence. Et qu'à la fin, cette relation diplomatique soit favorable à notre pays, parce qu'une relation diplomatique, c'est une relation de force. La dureté n'a pas fonctionné. La souplesse qui est souhaitée aujourd'hui par le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur a l'air de donner des premiers fruits. Mais je suis vigilant, c'est pas 140 laissez-passer qui suffiront à rétablir un équilibre sain de nos relations. Qui a la main dans cette relation entre la France et l'Algérie ? Il s'agit de faire en sorte que la relation soit équilibrée. Alors vous allez me dire, mais c'est pas. Voilà. Mais non, mais dans les cas de figure, elle ne l'était pas. On est bien d'accord. Donc il faut trouver un chemin. Mais vous savez, le chemin, je vais faire une image qui va sembler horrible, et pardonnez-moi par avance, c'est celle qui me vient, c'est le poker. Vous avez un joueur de poker, s'il joue toujours de la même manière, vous êtes certain qu'il sera lisible. Si quelqu'un joue toujours agressif, la personne en face de lui sait comment il joue et sait comment contourner ça. C'est ce qu'a fait l'État algérien avec notre ministre de l'Intérieur en apportant en apportant la démonstration qu'il suffisait de ne pas dresser les laissez-passer pour que, du coup, les UQTF prononcés, en apparence avec fermeté, ne soient pas exécutés. Et ça donne un sentiment encore plus déceptif pour les Français à ce moment-là. Aujourd'hui, on a une relation qui change. C'est agaçant parce que c'est une relation de souplesse. Notre premier, j'imagine la réaction de nos éditeurs, même aux propos que je tiens, en se disant « c'est pas possible, on s'affaiblit, on ne doit pas pouvoir procéder comme ça ». J'entends ça. Néanmoins, à un moment donné, si on veut retrouver le dialogue équilibré, il faut déjà se remettre autour de la table. Donc si on a un ambassadeur qui revient, si on commence à refaire un canal avec un certain nombre de signaux de part et d'autre, ça pourra fonctionner. Mais quand je vous dis ça, il n'y a absolument pas d'angélisme. Ça fait 60 ans que notre relation est déficitaire. Mais ce qu'on a fait l'année dernière n'a pas fonctionné. Donc il va bien falloir trouver quelque chose qui, à mon avis, est équilibré. Et c'est terrible parce que la politique française appelle toujours à une forme de radicalité. Soit une très grande dureté, soit ce que je viens d'entendre avec le député socialiste, qui a l'air de passer sous silence aussi toute la manière dont on a été maltraité. Et moi, je pense qu'on doit trouver un chemin entre les deux. Et entre les deux, c'est pas un chemin mou, c'est un chemin et de diplomatie et de fermeté. Fermeté, là c'est la première fois qu'une ministre, la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffaut, est sur place pour le 8 mai 45 qui commémore les massacres de Sétif. C'est très important, c'est une date très importante pour les Algériens. Beaucoup y voient un geste de rente mémorielle, une nouvelle fois. Alors, je vous remercie d'avoir dissocié les deux questions, parce que sinon je vous aurais invité à le faire, parce qu'il y a la partie diplomatique et la partie mémorielle. Aujourd'hui, on est le 8 mai. Le 8 mai en France, ça veut dire quelque chose dans l'Europe et dans le monde entier et en tant que vous m'avez présenté en tant que premier adjoint du 8e, évidemment, avec l'Arc du Triomphe qui est sur le site de notre arrondissement, ça a une signification particulière. C'est toujours plus facile d'honorer la mémoire de ces héros et de ces morts que de faire le travail mémoriel sur ces exactions. Alors aujourd'hui, comme on est le 8 mai, on a l'occasion d'avoir ce moment
essentiel pour faire nation de commémorer nos morts et notre victoire. Mais le travail mémoriel, il est toujours plus dur quand on a fait des bêtises. Et pardon, bêtises, c'est un euphémisme. Je pense qu'on peut dire que la France n'a pas toujours eu le comportement qu'elle aurait dû avoir sur la terre d'Algérie. Au XIXe siècle, au moment de la colonisation, ça a été un peu passé sous silence a posteriori parce qu'on n'avait pas les éléments historiques à l'époque pour pouvoir le juger. Mais la colonisation s'est passée dans des conditions dramatiques. La décolonisation, nous n'avons pas su la gérer non plus, contrairement aux Anglais, concernant à d'autres pays. Et ce que nous avons réussi en 1945, puisque vous me parlez de Sétif, réussi à faire en sorte d'organiser paisiblement de la décolonisation. Pas du tout. Donc il s'est passé un certain nombre de choses. Je crois que c'est toujours plus dur de faire le travail de mémoire sur les erreurs que nous avons fait nous-mêmes. Il y a 30 ans, quand Jacques Chirac avait décidé de mettre le doigt sur la responsabilité de l'État français au moment de la déportation, ça avait choqué beaucoup de monde. Et pourtant, c'était une page qui avait été levée, qui était nécessaire. Moi, je pense que 60 ans après, il est temps qu'on fasse ce travail-là, mais quand je vous dis ça, pareil, je ne me passe pas comme d'une espèce de solution d'autoflagellation. Je pense que le travail mémoriel que nous devons faire sur cette période-là de notre histoire ne doit pas gommer le travail que l'Algérie doit faire et aussi respecter toutes les personnes qui, à un moment donné, toutes les familles qui, à un moment donné, ont fait le choix en bonne foi, en bonne conscience, de participer à une vision universaliste de la colonisation qui évidemment, a été déficitaire pour les populations locales. Le journaliste sportif Christophe Glaise est toujours détenu dans les geôles algériennes. Il ne se pourvoit pas en cassation, il espère une grâce présidentielle. On peut l'espérer avec ce changement de façon de faire? C'est le choix, j'ose pas employer le mot de Paris, mais c'est la stratégie qui a été mise en œuvre. Vous savez, on venait de comparer le nombre de retours sur le sol algérien de gens qui étaient sous OQTF en France entre l'année précédente et aujourd'hui. On peut parler du cas de Boualem Sansal, c'est finalement Laurent Nunez qui a réussi. Encore une fois, je suis pas dans l'angélisme, je suis pas en train de vous dire que maintenant que tout a changé, c'est l'Allemagne ça va bien se passer. qui a réussi à En tout cas, faire libérer. En tout cas, c'était pas dans la période précédente, c'était pas sous le gouvernement précédent. Et aujourd'hui, c'est le chemin. Christophe Glaise, ça va faire 2 ans maintenant qu'il est en situation de détention, alors que Boualem Sansal, ça n'a été qu'1 an. On a beaucoup parlé de Boualem Sansal, on parle malheureusement un peu moins de Christophe Glaise. Vous le faites aujourd'hui, c'est le chemin qui est tracé. Encore une fois, ça ne doit pas être à n'importe quel prix, et je ne voudrais pas donner le sentiment de pécher par angélisme. Ce que je vous le disais tout à l'heure, c'est bâton et carotte, une relation diplomatique. C'est pas uniquement des gestes que l'on doit faire de manière unilatérale, mais les démonstrations de force devant son propre peuple pour s'adresser aux autres, ça marche jamais. Éric Chall, délégué général UDI, premier adjoint du 8e arrondissement de Paris, est l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Je voudrais revenir sur cet entretien aussi qui a été accordé au Figaro par François Sauvadet, qui est le président de votre parti, de l'UDI, président aussi des départements de France. Et il dénonce là une recentralisation inédite. Jamais les libertés locales n'ont reculé à ce point. Et il y a 1 an déjà, François Sauvadet tirait la sonnette d'alarme. Écoutez-le. Que l'État se décentralise, redonne confiance, on n'en peut plus des promesses tenues prises par l'État et payées, financées par les départements sans compensation financière. On va droit dans le mur. Vous êtes d'accord avec lui? C'est le grand retour de l'État central. Comment vous l'expliquez? Ah oui, je suis d'accord avec lui. La seule nuance, si vous me permettez, je commence par la nuance parce qu'après, je vais lui donner raison sur 99% de ce qu'il dit. C'est du simple bon sens. Vous avez quand même une nuance avec votre président de parti. C'est pas le président de parti. Non, il est UDI. Le président de parti, c'est Hervé Marseille. Oui, François Sauvadet est président des départements de France. Il est UDI, tout à fait. Mais la ministre également, en charge des collectivités territoriales, est UDI. Donc je ne peux pas, sans être schizophrène, ne pas avoir une nuance et un chemin entre les deux. Je le rejoins sur un point. Simplement, j'enlève un mot, c'est le mot inédit. Non, malheureusement, ça fait 30 ans qu'on a cette recentralisation rampante. Est-ce qu'elle est plus forte cette année? On le ressent en tout cas plus durement, pas parce que le gouvernement a fait quelque chose de particulier en ce sens, mais parce qu'on est pris dans un effet ciseau de plein de problématiques différentes. Moins de rentrées fiscales, plus de rabots, plus de compétences sociales que les départements doivent réger parce que la France va mal et donc ils sont directement impactés par les dépenses sociales et donc c'est beaucoup plus dur à supporter. Alors je vais vous répondre là où je le rejoins complètement, c'est qu'effectivement on vit dans un État trop centralisé et malheureusement en France je crois qu'on fait une erreur, on oppose toujours les libéraux, à Fouera, maintenant dont on parle beaucoup, qui considèrent qu'il faut plus d'État, et les jacobins qui voudraient de l'État. Je crois que, bien entendu qu'il faut de l'État, bien entendu qu'il faut du service public. Mais l'erreur qu'on commet en France, c'est qu'on est trop centralisé. Et les collectivités locales, et je rejoins entièrement François Sauvadet, moi je suis conseiller régional également, les régions, les départements, les communes, en général, avec moins, font mieux que l'État. Parce qu'ils font
au plus près de nos concitoyens. C'est ça qu'on doit faire absolument. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce que c'est l'État qui décide par en haut les compétences qu'il donne aux collectivités locales. Donc quand il y a des compétences qui les intéressent pas, parce qu'elles coûtent cher, parce qu'elles sont pas intéressantes, elles sont pas stratégiques, il les balance aux collectivités locales, qui n'ont même pas l'argent, parce que la compensation n'est pas sincère pour pouvoir les mener, ils n'ont plus de latitude pour mener les politiques qu'elles voudraient mener. Moi, je voudrais que l'État se reconcentre sur ses missions régaliennes, regarder ce qui se passe avec la sécurité, la justice et notre incapacité aujourd'hui à avoir une armée à la hauteur de nos besoins, et qu'on donne le reste aux collectivités locales. Il y a un système pour le faire, c'est la subsidiarité ascendante, c'est permettre aux collectivités qui veulent une compétence de s'en doter. Voilà. Il y a une loi qui permet de faire ça. Nous, à la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, on s'en est saisi. On a demandé le transfert de 45 compétences, on attend toujours la réponse. Alors justement, vous avez là une divergence avec l'État et en tout cas France Stratégie, puisqu'une nouvelle contractualisation entre l'État et 215 grandes collectivités d'une durée de 3 ans va être mise en place pour permettre de mieux encadrer les dépenses des collectivités face, je cite, au mur d'investissement à venir. C'est formidable. C'est donc l'État qui, lui, arrive à voter un budget en déficit chaque année, qui va expliquer aux collectivités qui n'ont pas le droit de voter des budgets en déficit comment se gérer. Je crois que vous avez l'exacte démonstration de la raison pour laquelle notre pays est à l'envers. Éric Chall, délégué général UDI, premier adjoint du 8e arrondissement de Paris. Tiens, dans un instant, on parlera justement de ce qui s'est passé après la victoire du PSG, la qualification du PSG en finale de Ligue des Champions. C'est dans votre arrondissement que la majeure partie des incidents ont eu lieu, pas seulement, mais en grande partie dans votre arrondissement. À tout de suite. 13h, 15h, Europe 1 Info. Et les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info se poursuivent à 14h46 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et votre invité Éric Chall, délégué général UDI et premier adjoint du 8e arrondissement de Paris. On va parler dans un instant des stratégies pour la présidentielle pour 2027, mais juste avant, puisque vous êtes premier adjoint du 8e arrondissement, vous avez vu ce qui s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi après la qualification du PSG en finale de Ligue des Champions. Mais bien sûr. Et c'est insupportable parce que c'est prévisible. Quand je vous dis c'est prévisible, il suffit pas de le dire pour pouvoir régler les problèmes. Mais pour la population du 8e arrondissement, c'est absolument insupportable que événement sportif après événement sportif, tout soit prétexte à venir se rassembler sur les champs pour tout casser. Et on a vu... Donc il y a eu quoi, beaucoup de casses chez vous dans le 8e arrondissement? Il y a eu des casses, et puis vous avez vu cette image très symbolique de l'exposition Yann Superton, qui en plus, une exposition sur le vivre ensemble, qui se retrouve saccagée, ravagée, comme un symbole. Même si je salue le geste de tous les Parisiens qui sont mobilisés dès le matin pour aller chacun avec ses propres moyens essayer de remettre sur place de manière très, très citoyenne et solidaire ce qui pouvait encore l'être de cette exposition. Mais vous savez, régler ce problème-là, c'est pas uniquement en mettant encore plus de bleu et plus de képis le soir sur les Champs-Élysées. C'est comment là ? Alors, un continuum de sécurité, ça se fait dans la durée. Et que si vous voulez régler le problème, déjà, il faut créer les conditions pour que tout le monde ne se dise pas que le point de convergence, c'est là. Il faut monter plusieurs choses. D'abord, il faut empêcher. Le continuum de sécurité, c'est pas juste sur les champs au dernier moment. Parce que sinon, la question, c'est comment on fait du maintien de l'ordre et comment on arrive à prévenir au maximum, à arrêter et à faire un maximum d'interpellations. C'est en amont. Essayer d'empêcher au maximum les gens de revenir sur un seul site. C'est créer des conditions aussi pour accueillir partout, avoir des fan zones disséminées. Alors, Emmanuel Grégoire a beau jeu de nous dire tiens, je vais faire une fan zone sans même s'être coordonné avec le ministre de l'Intérieur. Oui, c'est ça. Vous y êtes favorable, par exemple, à une fan zone? Mais je ne suis pas favorable à une seule. Parce que ça pourrait être en amont, on sait où les gens vont être. Mais bien sûr, mais pas une seule. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut de la coordination et pas la coordination la veille au soir. Il faut de la coordination dans la durée. On connaît les dates de tous les événements sportifs. Il faut des fan zones par département. Il faut donner envie aux gens de faire la fête là où ils vivent et pas tous converger au même endroit. Il faut faire en sorte qu'il y ait plusieurs endroits comme ça. Et puis surtout, avoir dès les abords des gares, ce que la police nationale fait en partie, déjà de créer les conditions pour gérer au maximum les flux. C'est pas deux Mais c'est pas la stations... faute de la police, c'est ce qui se passe donc. Ce que je vous dis, il y a une coordination entre les collectivités locales, la police et la ville de Paris. La ville de Paris aujourd'hui, interdire par exemple certaines rues, par exemple les Champs-Élysées. Alors déjà en accès, non, je dis pas interdire les Champs-Élysées. De toute façon, même en termes de circulation, ça devrait insensé. Mais c'est créer une multipolarité de spots festifs pour faire la fête. Plusieurs fan zones, pas une seule. Vous pouvez pas avoir Emmanuel Grégoire qui d'abord ne se soucie même pas de sa propre responsabilité en termes de maintien de l'ordre. La police municipale, elle est pas là simplement pour verbaliser les terrasses de café. Elle est là aussi pour participer et accompagner la police nationale dans ses missions et notamment sur des événements comme celle-ci. Donc celui-ci. Donc nous, ce que j'attends, moi, en tant que conseiller de Paris, en tant qu'adjoint du 8e arrondissement, c'est de me mettre autour de la table avec Emmanuel Grégoire pour qu'on puisse voir comment
la mairie de Paris, la police municipale peut accompagner l'État dans ses missions. Et puis quand on veut faire une fan zone, on n'en fait pas une dans un coin en décidant tout seul de son côté. Qu'est-ce qui s'est passé là, dans la nuit de mercredi à jeudi? Il n'y avait pas de fan zone. Vous pensez qu'avec ces fan zones, ces lieux de fête où on sait, où il y a cette convergence, comme vous dites, est-ce que ça aurait pu empêcher ces incidents d'avoir lieu? Ce qu'il s'agit, comme pour tout, c'est de diluer au maximum le risque. Premièrement, vous éclatez le risque, vous le diluez et vous contrôlez mieux les choses quand vous avez un certain nombre de spots à surveiller que lorsque 12 millions de franciliens possiblement convergent sur un seul point. Donc déjà, il faut créer quelque chose de multipolaire. C'est comme ça que vous cassez les nœuds. Imaginez, changeons complètement d'image, prenons la circulation. Imaginez que pour rentrer à Paris, il y ait un seul carrefour, une seule porte de Paris. Et après on dit, je comprends pas qu'il y ait des embouteillages dans cette porte-là. Ben non, vous créez plusieurs nœuds pour pouvoir desserrer la pression qui est sur un seul point. On répartit les possibilités de tension pour pouvoir mieux les gérer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on connaît les dates. Ça fait pas depuis hier qu'on sait que la demi-finale et la qualification possible du PSG, mais si on n'avait pas été qualifié, je n'ai aucun doute que ce serait passé de la même manière. Que c'était hier soir. On connaît tous la date de la finale dans 3 semaines. On sait tous que la Coupe du Monde va débuter dans 5 semaines. Et on a déjà en tête les matchs qui sont des matchs symboles, qui vont probablement mobiliser plus de supporters ou de casseurs, ou appelez-vous comme vous voulez, parce que je fais évidemment la distinction entre les deux, pour les mettre quand ils sortiront à ce moment-là. Ça, c'est maintenant qu'on doit faire. Il nous reste 5 semaines. Et c'est pas parce qu'Emmanuel Grégoire dit de son côté, 1, la police municipale, c'est pas son travail. 2, je vais vous faire une fan zone à un endroit, et après, que la police se débrouille pour pouvoir gérer les abords. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tous les acteurs se parlent. Je vous dis pas qu'il n'a pas l'intention de parler aux autres acteurs. Je vous dis que maintenant, il nous reste 3 semaines pour la finale, il nous reste 5 semaines pour la Coupe du Monde, et qu'il est temps que les gens se mettent autour de la table. Et si c'est à la du 8e qu'on doit réunir, il se trouve que le ministre de l'Intérieur à Beauvau, dans le 8e arrondissement également, et que la mairie de Paris n'est pas si loin sur la ligne du métro, il y a moyen de pouvoir coordonner tout le monde, essayer de contribuer à ce que les acteurs se parlent. La solution, elle n'est pas simple, mais il y a des leviers, et c'est pas simplement en se posant la question du nombre de cartes de CRS qu'on mettra sur les Champs-Élysées chaque soir de match qu'on réglera le problème. Comment vous les expliquez, vous, ces incidents qui sont maintenant même des mots même du ministre de l'Intérieur habituels? Voilà, vous l'avez dit. Comment vous les expliquez? Ce sont des prétextes. Vous avez des gens qui aujourd'hui utilisent tous les moments possibles pour avoir un prétexte pour pouvoir se rassembler. Ça pourrait arriver à tout moment. Mais pourquoi on utilise ces événements-là? Parce que ces événements-là sonnent comme un rassemblement possible. Ce sont des dates qui sont fixées et c'est un prétexte. Mais c'est plus facile d'avoir un événement générateur, une date qui va permettre à tout le monde de converger vers un point. Moi, mon objectif, c'est qu'on dilue tout ça et que les Champs-Élysées soient plus ce lieu de convergence. Vous savez, les Champs-Élysées, c'était un lieu de fête historique. Les Champs-Élysées, c'est là où les gens se sont rassemblés spontanément pour fêter la libération. C'est là où les gaullistes se sont rassemblés spontanément à la fin de mai 68 pour dire la chienlit, c'est terminé. C'est là où assez régulièrement des mouvements font la fête. C'est là où on a fêté la finale de la Coupe du Monde 98. Aujourd'hui, c'est plus possible. On a laissé ce lieu aux casseurs et les gens tournent le dos aux Champs-Élysées. Les riverains tournent le dos. Moi, je ne laisserai jamais ma fille aller sur les champs. Voilà, tout simplement. Vous êtes délégué général de UDI et premier adjoint du 8e arrondissement, donc vous nous parlez de votre arrondissement, je le comprends bien, mais ces incidents que l'on a vus, ils ont aussi eu lieu aux abords de l'agglomération parisienne, à Boulogne, porte de Saint-Cloud, sur le périphérique parisien aussi. Donc il n'y a pas que le 8e arrondissement, il y a eu certes une convergence aussi de ces foules vers les Champs-Élysées, mais pas seulement. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis que ça doit être coordonné en amont. Je ne cible pas, ce serait stupide de ma part de dire c'est de la faute d'un tel ou d'un tel. Les acteurs doivent plus se coordonner. Je pense que les fan zones sont des solutions envisageables, nécessaires, pas une fan zone unique. Il faut pouvoir avoir un chapelet comme on a fait pendant les Jeux Olympiques, comme on a fait dans des grands événements sportifs. Donc avec les villes aussi, s'accorder avec les villes limitrophes. On a une métropole. Notre métropole, elle doit aussi servir à ça. Voilà, cette coordination entre tous les acteurs. Encore une fois, les solutions les plus simples, en général, quand on est comme ça sur une émission, on se dit j'ai 20 secondes, il faut absolument que je vous donne l'idée choc. Mais les idées chocs, ça fonctionne pas. C'est une coordination, une multitude d'idées coordonnées entre elles qui font que ça fonctionne. Les JO, on a réussi. Pourquoi elles n'ont pas été mises en place avant? Parce que c'est à chaque fois pareil. Parce que chacun croit qu'il doit pouvoir faire tout ça. Alors j'ai tendance à penser déjà que la maire de Paris précédente était convaincue qu'elle était l'alpha et l'oméga de toute politique publique et que c'était de toute manière très difficile de discuter avec elle. On a un nouveau maire, voyons voir s'il est capable de se mettre autour de la table et d'envisager, de coordonner et lui-même de considérer que sa police municipale est un élément
de la solution. Pas un élément unique, ce serait idiot de le penser, mais un élément de la solution. Parlons de la présidentielle. Éric Schall, vous faites partie de ce qu'on appelle le bloc central à l'UDI. Sébastien Lecornu a appelé ses troupes à l'unité après les frictions, notamment autour de la polémique qu'il y a eu au 1er mai. Est-ce que ce bloc fait toujours bloc ? Il y a deux choses dans l'unité. Il y a unité oui et capolarisation non. Oui, il y a un espace qui existe. Je vais vous dire, je vais aller même un peu plus loin. J'entendais tout à l'heure votre invitée précédente, quand j'arrivais moi-même, Prisca Thévenot, avoir une définition du bloc central qui excluait les Républicains au sens littéral du terme, c'est exact. Moi, j'aimais bien la notion de socle commun. Moi, je crois à cet espace politique qui d'ailleurs gouverne ensemble, qui va de Retailleau à Renaissance, de Renaissance à Retailleau, appelez-le comme vous voulez. Mais au sein de ce bloc, vous savez, l'UDI, c'est un peu le trait d'union. Vous avez une droite qui essaie de faire croire qu'elle n'a aucun lien avec les gens qui, à un moment donné, ont frayé avec les gouvernements du temps de la période d'Emmanuel Macron, et vous avez des gens au bloc central qui considèrent que la droite n'est pas fréquentable. Moi, je crois à ce socle-là. J'espère que nous aurons une candidature unique de ce socle-là. Ouais. Mais non, il n'est pas uni. Mais encore une fois, la dernière fois que j'étais venu vous voir, vous m'aviez interrogé sur cette unité. Je vous dis, c'est pas forcément grave. Mais là, il y a eu des polémiques récemment qui ont mis en valeur ces divergences. Mais c'est pour ça que je ne disais pas de caporalisation. Est-ce que c'est malsain d'avoir des nuances au sein de ce bloc ? Non. Mais à un an de la présidentielle, ça vous affaiblit ? Si ça permet de faire émerger des bonnes idées. Parce que si justement l'unité consiste à ne plus rien dire et que chacun dit la même chose pour pas déranger le Premier ministre qui est lui-même en situation d'équilibre instable, permanent, en essayant de trouver son équilibre, on va rien dire, on va rien faire, on va pas créer beaucoup d'envie pour nos concitoyens. Moi, je pense que du débat et de la non-caporalisation vont pouvoir émerger des idées. Il y a des nuances entre nous, et elles sont saines. Et je vous dis pas ça, c'est pas de la langue de bois. Moi, je trouve très bien que dans notre camp, il y ait des libéraux qui disent qu'il faut travailler plus. Je trouve très bien qu'il y ait aussi des démocrates sociaux qui disent attention, est-ce que c'est à nous, politiques, de dire avant les partenaires, avant le patronat et les syndicats, comment le travail doit s'organiser. Il y a des nuances entre nous. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on doit travailler plus. Les Français peuvent le comprendre. Justement, les Français peuvent-ils le comprendre ? Les Français, ou est-ce qu'ils ne voient, c'est que un bloc qui n'est pas vraiment un bloc, qui n'est pas d'accord sur plein de choses ? Moi, j'espère que dans ce bloc, il y a quelque chose qui va émerger de puissant, de fort et qui soit encourageant pour nos concitoyens. Mais si on dit le bloc doit être uni et pour qu'il soit uni, personne ne doit rien dire et on verra bien et on va aller qu'un jusqu'à la présidentielle comme ça en disant rien, on va pas pouvoir s'en sortir. Si dans ce bloc, il y a quelqu'un qui émerge, qui dit quelque chose de fort et que les Français regardent et que c'est parce qu'il y a une concurrence interne que quelque chose a émergé, c'est une bonne chose. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas lié au bloc central, qui est lié à l'UMP de l'époque. Il se trouve que j'ai travaillé 10 ans avec Nicolas Sarkozy et que j'en suis très fier, même si aujourd'hui je suis le délégué général de l'UDI. Nicolas Sarkozy a réussi dans son propre camp à incarner une forme de rupture et de renouvellement puissant interne. Il l'a pas fait en se taisant. Il l'a pas fait en disant il faut pas que gêne le président de la République Jacques Chirac et le Premier ministre de l'époque en ne proposant rien. Il a créé de l'intérieur un mouvement de rénovation de son mouvement. C'est pas par le fixisme et par l'interdiction du débat qu'on y arrivera. Si au sein de nos familles politiques naît un débat et que quelqu'un émerge avec un discours puissant, je pense que ce sera notre meilleur candidat pour l'année prochaine. Mais c'est pas en se disant personne ne parle. Gabriel Attal a laissé entendre qu'il avait un accord avec Édouard Philippe pour que le moins bien placé des deux se retire début de l'année prochaine, début 2027, donc pour la présidentielle, en cas de risque d'un second tour entre LFI et le RN. D'abord, c'est une très bonne chose. Heureusement qu'il prend cet engagement. Je pense que la raison pour laquelle principal, il prend cet engagement, c'est qu'il a besoin de rassurer des membres de sa propre famille politique qui envisageraient de ne pas le soutenir. Et donc de leur dire de toute manière, le moins bien placé se retirera, c'est plutôt sain, ça permet de prolonger le temps dans lequel il peut avancer ses idées dans le débat. Encore une fois, moi j'ai pas de problème avec ça, je trouve que ce qu'il dit est intéressant, et il n'est pas le seul. Je veux pas avoir l'air de distribuer, c'est pas l'école des fans, je donne pas des bons points à tout le monde. Je vous dis que j'espère qu'à la fin, le meilleur sortira. Et si les 6 mois qui nous emmènent, ou un peu plus que 6 mois qui nous emmènent jusqu'à janvier de l'année prochaine, nous permettent de trouver le meilleur candidat avec le meilleur projet, c'est pas des mois perdus. Merci beaucoup Éric Schall. Je rappelle que vous êtes délégué général UDI, premier adjoint du 8e arrondissement de la capitale.